ジョイボーイって誰？ジョイボーイというのは空白の100年に実在した地上の人物なのじゃが、800年前アラバスタ王国を治めていた女王の名はネフェルタリ・ディ・リリー。最低でも800年前の人ね。いずれ必ずジョイボーイに代わって約束を果たしに来る者が現れる。じゃから我々はその日を信じ、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。誰かが生まれる。そして俺たちを超えていく。俺たちは早すぎた。ワンピースか。誰が見つけるんだろうな。人の夢は終わらねえ。Il y a des noms qui traversent le temps comme des murmures interdits, des figures dont l'existence même défie l'histoire qu'on nous a racontée. Et parmi elles, un seul nom résonne avec autant de mystère, d'espoir et de chaos. Joy Boy. Qui était-il vraiment? Qu'a-t-il accompli pendant sa vie? Et pourquoi son nom résonne-t-il encore sur les mers de Grand Line? Ce personnage énigmatique est au cœur de la prophétie, du One Piece et de cette grande guerre annoncée depuis des décennies. Derrière ce sourire éternel se cache une tragédie, une promesse non tenue envers le peuple des hommes-poissons, un combat contre un pouvoir si immense que sa propre histoire fut effacée. Mais tout a commencé il y a 800 ans, à une époque où le monde était différent, libre peut-être ou au bord du chaos. C'est à cette période que le premier pirate écrivit son histoire. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les profondeurs de l'histoire de Joy Boy. Nous allons explorer les théories, les faits, les indices semés par Oda depuis les premiers chapitres, afin de découvrir tous ses secrets. Alors si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Installe-toi confortablement, car on s'apprête ensemble à découvrir l'histoire du premier pirate de One Piece, Joy Boy. Nous n'avons encore que très peu d'informations autour de l'identité et de l'histoire de Joy Boy. Était-il du bon ou du mauvais côté de l'histoire? Quel était son rêve? Et comment a-t-il perdu? Dans cet océan de mystère, Oda a pris soin de disséminer des indices sur ce personnage durant son œuvre, et ce, depuis plus de 10 ans. C'est pourquoi, pour espérer comprendre qui il est vraiment, nous devons remonter le courant de l'histoire, et identifier un à un tous les moments où son nom, sa légende ou son héritage ont été évoqués dans l'œuvre. Car chaque mention, chaque fragment, chaque silence autour de lui est une pièce du puzzle, et ce n'est qu'en rassemblant toutes ces pièces que nous pourrons découvrir les secrets de son histoire. Alors embarquez avec moi pour un voyage à travers les chapitres, les airs, les symboles, de la première mention sur un poneglyphe oublié jusqu'au tambour de la libération qui résonne aujourd'hui. Voici tous les moments où Joy Boy a été mentionné dans One Piece, et croyez-moi, plus on avance, plus la vérité se révèle. La toute première fois que Joy Boy est cité, c'est au chapitre 628, lorsque Nico Robin découvre un poneglyphe oublié dans la forêt maritime de l'île des Hommes-Poissons. Et ce qu'elle lit n'est pas un avertissement ou un message de guerre, c'est une excuse. Une lettre d'excuse gravée il y a plus de 800 ans et signée par un certain Joy Boy. C'est la première trace directe de Joy Boy dans le récit. C'est au chapitre 649, lors de la discussion entre Robin et le roi Neptune, que l'on apprend que Joy Boy est quelqu'un de la surface qui a vécu pendant le siècle oublié, et que la lettre d'excuse laissée sur le poneglyphe était adressée à l'ancienne princesse sirène. Il s'excusait de ne pas avoir tenu sa part de la promesse faite au peuple des Hommes-Poissons. Quelle promesse? Nous ne le savons pas encore. Mais le roi Neptune raconte que depuis cette promesse, les Hommes-Poissons continuent de protéger le Noah de génération en génération pour qu'il accomplisse son but originel. C'est leur part de la promesse. Le but du Noah reste encore flou, mais on apprend que seuls les rois des mers ont la force nécessaire pour déplacer le Noah, et que ces derniers n'obéissent qu'aux ordres de l'ancienne princesse sirène d'il y a 800 ans. Or, la princesse Shirahoshi a elle aussi éveillé ce pouvoir, ce qui fait d'elle
s'appelle l'arme antique Poséidon. Un point important à noter est que la princesse sirène d'il y a 800 ans possédait deux noms, son nom de princesse que l'on ne connaît pas et son nom d'arme antique, Poséidon. Et c'est le même cas pour la princesse Shirahoshi. En éveillant ses pouvoirs d'arme antique, elle a hérité du nom Poséidon. Ainsi, je pense que le même schéma peut s'appliquer à Luffy qui, en ayant éveillé son fruit du démon Ito Itonomi modèle Nika, a hérité d'un deuxième nom, Joy Boy. Mais nous en reparlerons sans doute plus tard dans la vidéo, car la révélation de l'arme antique Poséidon fait directement écho à la légende transmise dans la famille royale des hommes poissons. En effet, c'est au chapitre 626, lors de la naissance de la princesse Shirahoshi, que les rois des mers s'approchent de l'île pour lui rendre hommage. La reine Otohime explique alors qu'une princesse sirène s'éveille une fois tous les quelques siècles et est capable de communiquer avec ses animaux divins, et que la naissance de cette princesse sirène s'accompagne toujours par la naissance de quelqu'un capable de la guider pour utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Quand ces deux personnes se rencontreront, le monde changera. C'est au chapitre 648 que l'on en apprend un peu plus sur les rois des mers et leur mission. En effet, alors que le Noah s'apprêtait à s'écraser et à détruire l'île des hommes poissons, Luffy décida de l'exploser afin d'éviter la catastrophe. Mais il fut arrêté par la princesse Shirahoshi qui réussit à appeler les rois des mers qui stoppèrent le Noah juste à temps. À ce moment précis, les rois des mers expliquèrent à Shirahoshi que les pouvoirs de la princesse furent guidés par la volonté du chapeau de paille. Ils expliquèrent aussi que le Noah a été construit de sorte qu'il puisse se faire tirer par les rois des mers. Aussi, après avoir constaté les dégâts sur le Noah causés par Luffy, ils auraient besoin de l'aide de certaines personnes pour le réparer, mais qu'ils étaient maintenant à une époque différente. On en reparlera plus tard de ces personnes capables de réparer le Noah. L'arc Île des Hommes Poissons regorge d'informations sur le lore de One Piece et sur l'histoire de Joy Boy. C'est un arc important à analyser et à comprendre. Mais avant de décortiquer tout ce flot d'informations, passons aux autres moments dans lesquels Joy Boy fut mentionné. La prochaine mention de Joy Boy a été faite dans le chapitre 967, alors que Goldie Roger et son équipage avaient atteint la dernière île et avaient appris la vérité sur le siècle oublié, la volonté du Di et les armes antiques. Ils avaient même appris que par le passé, Wano était connecté au monde entier. Face à cet immense trésor, Roger ria et regretta de ne pas être né à la même époque que Joy Boy. Il décrivit le trésor laissé comme incroyable et son histoire comme extraordinairement drôle. C'est pour cela qu'il nomma cette île Love Tale. C'est au chapitre suivant, au 968, qu'on comprit que Roger et son équipage sont arrivés trop tôt. Il repensa aux voix qu'il entendit lors de son arrivée sur l'île des hommes poissons. Ces voix appartenaient au roi des mers et disaient que la naissance de leur roi approchait et que cette naissance allait se produire dans 10 ans, dans une mer lointaine. Ils se réjouissèrent du fait que le moment où les deux rois se rencontreront à nouveau approchait. À ce moment-là, les rois des mers parlaient très probablement de la naissance de la princesse Shirahoshi et de Monkey D. Luffy, l'arme antique Poséidon, et l'homme capable de guider ce pouvoir pour faire le bien. Roger comprit que dans le futur, quelqu'un trouvera le One Piece, suggérant ainsi que lui et son équipage n'ont pas pu mettre la main sur l'ensemble du trésor de Love Tale. Ensuite, c'est Kaido qui mentionna Joy Boy au chapitre 1014. En effet, après avoir battu Luffy une énième fois et regardant son corps tomber vers la mer, il déclara que Luffy n'a pas pu devenir Joy Boy lui aussi, suggérant que Joy Boy est la personne qui pourra le vaincre. Pour la première fois, le nom Joy Boy n'est plus une légende du passé, il devient une identité potentielle. Quelqu'un, aujourd'hui, pourrait hériter de ce nom. Joy Boy n'est plus seulement un homme, c'est un titre. Et cela fait de suite écho au titre d'arme antique Poséidon que porte la princesse sirène après avoir éveillé ses pouvoirs. En parlant d'éveil, c'est au légendaire chapitre 1044 que Luffy éveille son fruit du démon Ito Itonomi Bonel Nika et prend l'apparence d'un dieu soleil dont le cœur résonne au rythme des tambours de la libération et dont la joie permet de redonner le sourire aux gens. Zunesha entend les tambours de la libération et annonce « Joy Boy est de retour », prouvant que l'éveil de ce fruit du démon permet à son possesseur d'hériter du nom de Joy Boy. Le Gorosei révèle alors la vérité sur le fruit de Luffy. Ce n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais le Ito Itonomi modèle Nika, le dieu du soleil, le libérateur, celui dont le rire fait tomber les chaînes. Et Zunesha, lui, le reconnaît. Mais Zunesha, qui était venu prêter main forte à Momonosuke pendant la bataille d'Onigashima, reconnut Joy Boy en Luffy, car c'est au chapitre 1040 que l'on apprend que Zunesha était un compagnon de Joy Boy, et qu'il a commis un crime il y a 800 ans qui lui a valu d'être condamné à marcher pour l'éternité en agissant uniquement sous ordre. Ce mystérieux éléphant a été introduit dans l'arc Zou, et c'est au chapitre 821, lorsqu'il s'est fait attaquer par Jack, qu'il supplia Momonosuke de lui donner l'ordre de se défendre.
On apprend aussi que le peuple des Minks vit sur le dos de Zunesha depuis plus d'un millénaire. Mais passons aux choses sérieuses. C'est dans l'arc Egghead que l'on a obtenu le plus de révélations sur Joy Boy, le siècle oublié et les fruits du démon. En effet, c'est au chapitre 1069 que le scientifique Vegapunk reconnaît le dieu du soleil Nika en Luffy. Ce fruit est si important et problématique que le gouvernement mondial décida de cacher son nom. Ensuite, il explique que les fruits du démon sont la concrétisation des souhaits. Chacun d'eux présente une possibilité différente pour l'avenir de l'humanité. Et comme ces choses sont contre nature, elles attirent la colère de Mère Nature et empêchent les utilisateurs de fruits du démon de pouvoir nager. Mais à la mort de Vegapunk, tout change. Le vent souffle, des vagues s'écrasent, un Denden Mushi se met à vibrer, puis une voix calme, solennelle et inébranlable, s'élève. La retransmission de Vegapunk commence, le monde entier est prêt à entendre la vérité. Dès les premières secondes, Vegapunk met carte sur table. Il a commis 2 péchés impardonnables. Le premier, avoir rêvé de créer une source d'énergie éternelle pour faire progresser le monde, une flamme sans fin, la Mother Flame. Le second, avoir osé déchiffrer les poneglyphes, violant ainsi la plus grande loi du gouvernement mondial. Vegapunk annonce un cataclysme planétaire. Dans les jours suivant sa mort, un séisme planétaire secouera le globe. Les mers monteront de 1 mètre, submergeant des plages, des villes et des îles entières. Mais ce n'est pas un hasard. Le Mother Flame, ce feu sacré qu'il a créé pour offrir au monde une énergie gratuite et éternelle, a été volé. 2 semaines plus tard, Lulusia est effacée de la carte, et les premiers séismes globaux apparaissent. Les armes qui ont englouti le monde il y a 800 ans sont toujours là, et elles se sont réveillées. Vegapunk entre alors dans le cœur de l'interdit. Entre il y a 900 et 800 ans, un siècle entier a disparu des archives, le siècle oublié. Toutes ces traces ont été effacées par les fondateurs du gouvernement mondial. Seuls les poneglyphes, pierres indestructibles, racontent ce qu'il s'est vraiment passé. Et dans cette histoire, un nom revient, encore et encore. Un homme au corps élastique, un combattant au sourire inébranlable. Le tout premier pirate, son nom était Joy Boy. Joy Boy était l'ennemi de l'Alliance des 20 royaumes, l'ancêtre direct du gouvernement mondial. C'était un conflit entre 2 idéologies opposées. Un royaume avancé, technologiquement bien plus puissant que le monde d'aujourd'hui, une guerre titanesque éclate. À la fin du siècle, Joy Boy est vaincu, ce qui met un terme au siècle oublié. Mais le monde n'est plus le même. Les anciens continents sont engloutis sous 200 mètres d'eau, soit l'équivalent de 200 utilisations de l'arme antique qui a frappé Lulusia. Les civilisations d'alors ont disparu. Et pourtant, ce n'était pas une catastrophe naturelle, c'était une destruction provoquée par les armes antiques. Et aujourd'hui, ces armes sont de retour, et Joy Boy a tenté de s'assurer que les 3 armes antiques seraient transmises aux générations futures. Pourquoi ? Nous ne le savons pas encore, mais c'est cette ambiguïté qui pousse Vegapunk à ne pas désigner un camp comme le bon ou le mauvais. Il déclare que l'équipage du roi des pirates avait toutes les connaissances, mais il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas agi. Au bord de la révélation, Vegapunk s'adresse à ceux qui portent la mystérieuse lettre D. Mais même si le message est coupé, l'intention est claire. Les porteurs du D portent une certaine volonté transmise de génération en génération, et cette volonté est peut-être la clé pour terminer ce que Joy Boy avait commencé. L'histoire, écrit-il, est toujours racontée par les vainqueurs, mais la vérité enterrée, noyée, remonte peu à peu à la surface. Le destin de l'humanité repose sur celui qui trouvera le One Piece. Dans ce discours, on apprend que le professeur Clover était un D, Claw D. Clover, et à la fin, l'équipage de Luffy est sauvé grâce à Emmett, un ancien compagnon de Joy Boy, qui s'est réveillé grâce au tambour de la libération et qui a reconnu Joy Boy en Luffy. Et c'est en défaisant le nœud en lui et libérant le Haki des rois de Joy Boy qu'il put renvoyer le Gorosei à Marijoa. Nous apprenons aussi que ce géant de fer avait tenté d'attaquer la Terre Sainte il y a 200 ans en vain. Mais tout ce que nous avons vu jusqu'ici n'était qu'un prélude, des indices éparpillés, des murmures laissés par le temps. Joy Boy, un nom gravé sur la pierre, effacé des livres, mais jamais du destin. Un nom qui traverse les siècles, porteur d'un rêve que le monde n'a pas encore compris. Et maintenant, l'heure est venue de basculer de l'histoire aux hypothèses, des faits aux révélations. Nous entrons dans la théorie, celle qui relie les fils invisibles, éclaire les zones d'ombre et ose questionner l'inimaginable. Entre mythologie, mystère et rêve de liberté, je vais vous emmener dans les profondeurs de ce que pourrait être la véritable histoire de Joy Boy, ce qu'il était vraiment, ce qu'il représentait et pourquoi encore aujourd'hui son héritage fait trembler les fondations du monde. C'est au chapitre 1138 qu'Oda nous présentait le Halley, un vieux livre dont les textes ont inspiré la plupart des légendes d'Elbaf. L'histoire de ce livre est divisée en 3 mondes, et selon les dires de Saoro, le 3e monde serait le monde actuel. Ce qui est donc raconté dans le 3e monde est donc sur le point de se produire.
et ces 3 mondes sont illustrés sur une fresque gravée sur l'arbre d'Adam. Cette fresque a, semble-t-il, été réalisée par des enfants d'Elbaf pendant le siècle oublié. La fresque raconte l'histoire des 3 mondes, et ce qui nous frappe sur cette fresque, c'est que plusieurs races sont représentées, et d'après Ripley, les différentes races du monde de One Piece se sont fait la guerre plusieurs fois, mais ne se sont jamais alliées. Ainsi, si le 3e monde représente le monde actuel, le 2e monde représente selon moi le siècle oublié, il y a entre 800 et 900 ans. Et le 1er monde représente le monde antique de One Piece, il y a entre 2000 et 3000 ans. À partir de ce constat, nous allons découvrir l'histoire de Joy Boy et du siècle oublié à partir du texte du 2e monde. その脅威が何なのかは解き明かさねばならんが、全ての鍵を握るかって栄えたその王国の名は。消せ！ Dans le vide, il y avait un souffle. À la suite des bouleversements du 1er monde, marqués par l'exploitation excessive des ressources terrestres, l'esclavagisme, puis la révolte des opprimés contre leurs dirigeants, qui mena à l'émergence de Redline, débuta le 2nd monde, où, dans le vide, il y avait du souffle. La civilisation, autrefois détruite, entama lentement sa reconstruction. Cependant, l'apparition de Redline divisa le monde jadis uni en plusieurs grandes îles. Le dieu de la forêt envoya ses démons. L'un des peuples autrefois opprimés, les boucaniers, se rassembla sur une île que l'on nomme aujourd'hui l'Ancien Royaume. Là, ils mirent à profit une technologie ancestrale, issue du 1er monde, capable d'exaucer les vœux. Peu à peu, les rêves des boucaniers prirent forme à travers d'étranges artefacts, les fruits du démon. À mes yeux, les boucaniers sont le peuple à l'origine de l'Ancien Royaume. Historiquement, ce sont eux qui furent à l'origine de la colonie française de Saint-Domingue, laquelle deviendra plus tard Haïti, la première nation noire du monde moderne, une nation née de la révolte, fondée par d'anciens esclaves, des marginaux et des rebelles, ayant conquis leur liberté dans le sang. Tout comme les frères de la côte, leurs prédécesseurs, ils portaient en eux l'esprit de rupture et d'insoumission. Lorsqu'un boucanier consommait l'un de ces fruits, il obtenait des pouvoirs extraordinaires, mais en contrepartie, il perdait la capacité de nager. Les témoins, terrifiés par ces transformations, les surnommèrent les démons envoyés par les dieux de la forêt. Le soleil a propagé les feux de la guerre. Dans ce contexte, le soleil devient le symbole de la liberté et de la libération. À la suite de la chute du 1er monde, les esclaves affranchis commencèrent à associer la lumière solaire à l'idée même d'émancipation. Libérés du joug de la domination des anciens oppresseurs, les peuples goûtèrent pour la première fois à une existence affranchie. Dans certains territoires, cette liberté donna naissance à une vie paisible, fondée sur l'autonomie et le respect mutuel. Mais ailleurs, ce même idéal dégénéra en violence, pillage et chaos. Car laissée sans limite, la liberté devint une arme aussi destructrice que l'oppression qu'elle avait remplacée. Une réalité qui explique pourquoi la véritable anarchie est rarement tolérée longtemps. Les deux conséquences de la liberté respectueuse et l'anarchie totale, sont les deux faces d'une même pièce. On retrouve cette dualité incarnée dans les figures de Goldie Roger et Rox Xebex. Roger cherchait simplement à vivre librement, sans imposer sa volonté aux autres, tandis que Xebex aspirait à renverser l'ordre du monde, à le plonger dans un chaos anarchique à l'image de son équipage et de son repère, l'île des pirates. Cette opposition se perpétue dans la nouvelle génération, notamment à travers Luffy et Barbe Noire. Tous deux poursuivent la liberté, mais l'un la défend avec intégrité, tandis que l'autre l'utilise comme prétexte pour semer le désordre et dominer le monde. Le plus durement touchés furent les humains ordinaires, démunis de pouvoir ou de protection. Par crainte d'un retour aux ténèbres du passé, ils s'unirent et fondèrent une alliance, l'embryon de ce que deviendra le gouvernement mondial. Cette nouvelle autorité érigera l'ordre, ou la discipline, voire la domination, en idéologie s'opposant directement à l'excès de liberté qu'ils tenaient pour responsable du chaos. Ceux de la demi-lune rêvaient, ceux de la lune rêvaient. Dans cette époque troublée, un homme du nom de Joy Boy fit son apparition. Animé par un désir profond de liberté, il décida de prendre la mer, découvrir le monde et propager sa vision de la liberté. Il devint ainsi le premier pirate du monde de One Piece. Il avait un rêve, rassembler toutes les races du monde autour d'une immense célébration, une fête mondiale qui symboliserait l'union retrouvée. Son histoire et son rêve inspira d'autres à suivre la même voie. Ce furent les premiers pirates, nés d'un rêve commun d'émancipation. Au fil de son voyage, Joy Boy rassembla autour de lui de fidèles compagnons, parmi lesquels Zunesha et Emmett. Ensemble, ils sillonnèrent le monde, portant secours aux peuples opprimés, incarnant l'esprit de libération et de justice propre au légendaire dieu soleil Nika d'Elbaf. Mais pour réaliser son rêve, Joy Boy devait détruire Redline. En effet,
Grâce à la technologie avancée de l'ancien royaume, son pays d'origine, et à 3 artefacts légendaires, les armes antiques, il entreprit de détruire le serpent rouge de feu, responsable de la fragmentation de la planète. Leur objectif était de combler les vides et de réunifier les terres en un seul continent. Ce supercontinent s'appelait autrefois la Pangée. La Pangée, du grec ancien pan, qui signifie tout, et G qui signifie terre, désigne un supercontinent qui existait il y a environ 335 à 175 millions d'années, durant les ères paléozoïque et mésozoïque. Ce nom fut repris par le gouvernement mondial pour nommer leur château, se situant au sommet de Red Line. Le roi Harald partageait la même vision et le même idéal que Joy Boy, relier toutes les nations du monde afin de les unir et leur offrir la liberté. Cependant, comme expliqué au chapitre 1153, ils se heurtaient sans cesse à l'opposition du gouvernement mondial. Au cours de leur voyage, Joy Boy et ses amis firent des rencontres décisives, parmi elles, celle de Nefertari Lily, ancienne princesse du royaume d'Alabasta, avec qui ils tissèrent des liens d'amitié profonds. Ils croisèrent également la route de l'ancienne princesse de l'île des Hommes-Poissons, une figure légendaire dotée du pouvoir de contrôler les créatures marines, connue sous le nom de Poséidon. Au sommet de Red Line, ils découvrirent les Lunariens, un peuple ancien, autrefois à l'origine du système esclavagiste du Premier Monde. Après la grande révolte menée par les opprimés, les survivants lunariens se réfugièrent au sommet du Serpent Rouge de Feu, cherchant à échapper à la chute de leur domination. Leur périple les mena à travers de nombreuses îles, dont Zu, perché sur le dos de l'antique éléphant Zunesha, ainsi que le pays des samouraïs, Wano Kuni. Joy Boy y tissa des liens d'amitié avec Zunesha, le peuple des Minks et l'ancien shogun de Wano. C'est dans ce royaume, appelé le pays du soleil levant, que Joy Boy apprit l'art de graver sur une pierre indestructible, connue aujourd'hui sous le nom de poneglyphe. Son voyage le conduisit ensuite à Elbaf, terre des géants, où il fit la rencontre du légendaire équipage des charpentiers géants de la Galela, maîtres bâtisseurs du monde antique. Cet équipage possédait un savoir-faire unique, bâtir les navires les plus solides et les plus redoutables qui aient jamais vogué. Ils apparaissent pour la première fois au chapitre 1154, décrits comme une centaine de géants, parmi lesquels figuraient même des géants antiques. Charpentiers hors pair et guerriers maniant le marteau comme une arme, ils incarnaient la puissance brute et la maîtrise technique. Un jour, ils prirent la mer, mais furent tous capturés par un mystérieux adversaire. Il est également révélé, dans ce même chapitre, qu'une armée de géants repose quelque part, figée dans la glace. Galet signifie galère en anglais. C'est un type de navire conçu principalement pour être propulsé à la rame que l'on traduit par Oz en anglais, comme le nom du géant antique de l'arc Thriller Bark. Autrefois, Oz aurait fondé un royaume en rassemblant plusieurs îles sous sa bannière. Chef d'une nation du Nord, il y regroupait tous les bandits capturés. Sa réputation s'était bâtie sur des campagnes de dévastation de territoires et de mers, guidées uniquement par une insatiable soif de sang. Il aurait vécu il y a plus de 500 ans, il serait le seul à avoir porté le surnom de démon. Robin le désigne aussi sous le titre de Oz, le démon des terres légendaire de Kunihiki. On raconte qu'il mourut dans le pays des glaces. Chopper avance l'hypothèse qu'il aurait succombé au froid extrême de cette région. Depuis, Moria a conservé son corps dans une immense chambre froide. Historiquement, les galères furent utilisées pour la guerre, le commerce et la piraterie, principalement dans les mers entourant l'Europe. Apparues dans le monde méditerranéen durant l'Antiquité, elles ont existé sous diverses formes, jusqu'au début du 19e siècle. Ainsi, je pense que Oz faisait initialement partie du groupe de la Galela, mais il décida de les quitter durant leur voyage à travers les mers. Lors de sa rencontre avec ce groupe de géants, Joy Boy leur demanda de construire 2 navires légendaires. Le premier, le Noah, qui avait pour mission de transporter le peuple des hommes-poissons jusqu'à la surface après la destruction de Red Line, et donc de l'arbre d'Ève, vital à la survie de leur île. Le second, Pluton, un redoutable navire de guerre capable non seulement de rayer des îles entières de la carte, mais surtout de détruire Red Line elle-même. Sur la fresque de Halley, on peut distinguer un navire à rame lançant un éclair vers un arbre qui semble être l'arbre d'Ève. Ce navire, une galère, représente l'arme antique Pluton. Ce navire possède une particularité essentielle, il nécessite des rames pour fonctionner, Oz en anglais. Ainsi, je pense que seuls les géants antiques sont capables de contrôler Pluton. C'est pourquoi le gouvernement mondial cherche désespérément à prendre le contrôle d'Elbaf, mène des projets de géantification et porte une obsession particulière aux géants. Car celui qui parvient à rallier les géants à sa cause ou à les contrôler peut alors dominer l'arme antique Pluton. Voilà pourquoi dans le chapitre 1156, Xebex cherche aussi la Galela afin de raviver l'arme antique Pluton et renverser le gouvernement mondial. C'est aussi ce groupe de géants que les monstres des mers mentionnèrent au chapitre 648 pour réparer le Noah.
tournoi. Les géants de la Galela se rendirent à Water 7, le paradis des charpentiers, où ils construirent ces 2 navires légendaires. Ils prirent soin de confier les plans de Pluton aux maîtres charpentiers de la ville, qui les transmirent de génération en génération. Ainsi, Joy Boy devait absolument réunir les 3 armes antiques pour réaliser son rêve. Cependant, la 3e arme antique, Uranus, le dieu du ciel, était entre les mains des Lunariens, installés au sommet de Redline. Cette arme ne pouvait fonctionner qu'avec une énergie antique et abondante dans l'ancien royaume, aujourd'hui recréée par le docteur Vegapunk, la Mother Flame. Joy Boy et ses compagnons décidèrent de rassembler les armes antiques en un seul lieu, afin de combiner leur puissance et détruire Redline. Je pense que cet endroit n'était autre que Enies Lobby. Située à proximité de Redline, cette île présente 2 particularités intéressantes. Il y fait jour en permanence et il n'y pleut jamais. De plus, elle repose sur un immense gouffre, semblable à celui apparu à Lulusia après avoir été frappé par l'âme antique du gouvernement mondial. Il faut garder à l'esprit que durant le siècle oublié, tout n'était pas idyllique. De nombreuses races étaient victimes de persécutions, comme le peuple des Tontata, réduit en esclavage par la famille Don Quichotte. Certains rois étaient contre toute forme de liberté. L'homme a tué le soleil et est devenu Dieu. Pendant que Joy Boy poursuivait son grand projet d'unification et de libération du monde, certains rois redoutaient profondément son idéologie de la liberté. C'est ainsi qu'une alliance de 20 royaumes, connue aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial, découvrit son plan. La paranoïa s'installa. Ils craignaient que l'histoire ne se répète et qu'une nouvelle domination mondiale voie le jour. Fait ironique, les ancêtres de ces rois avaient été des esclaves. Pourtant, la plupart de leurs descendants, désormais puissants et unis, n'avaient jamais eux-mêmes subi directement la discrimination ou la persécution. Ce phénomène de haine héritée est d'ailleurs un thème récurrent de One Piece, illustré à travers Oddie Jones sur l'île des Hommes-Poissons, le clan Kurozumi à Wano ou encore l'enfance de Doflamingo. Malgré l'hostilité de cette alliance, Joy Boy disposait d'un soutien écrasant de l'ancien royaume. Le plan semblait se dérouler sans encombre, jusqu'à ce qu'un drame survienne. Pour l'accomplir, il fallait réunir les 3 armes antiques. Uranus, le contrôle du ciel, Poséidon, la maîtrise des mers, et Pluton, la maîtrise des terres. Mais Zunesha commit une erreur fatale. Chargé d'acheminer Uranus jusqu'à Enies Lobby, il se trompa de lieu de rendez-vous, ou pire, il fut intercepté en chemin. Résultat, Uranus tomba entre les mains de l'Alliance. Joy Boy prit alors la décision de mettre Poséidon à l'abri sur l'île des Hommes-Poissons et Pluton à Wano, afin de les protéger d'une destruction certaine. A noter que Enies signifie navire, en grec ancien, ce qui fait d'Enies Lobby le hall du navire, ou quai. Grâce à la puissance colossale d'Uranus, l'Alliance pouvait désormais rivaliser avec Joy Boy et l'Ancien Royaume. Le plan était ruiné. Sans les 3 armes antiques, il devenait impossible de détruire Redline et d'unifier le monde. Joy Boy présenta alors ses excuses à tous pour avoir rompu sa promesse et repoussa son rêve à un futur lointain. Il grava alors son histoire sur les poneglyphes laissés dans l'ancien royaume et prit soin d'assurer la préservation des armes antiques. Pour que cette promesse ne soit jamais oubliée, il ajouta le Di à son nom. Ainsi, naquit la volonté du Di, non pas un héritage de sang, mais un serment destiné à être transmis au fil des générations. Convaincu que, dans 800 ans, ce rêve pourrait enfin se réaliser, il prépara le retour de ce moment tant attendu. Il l'expliqua dans sa lettre d'excuse à l'ancienne princesse Sirène, ainsi que dans son serment avec son fidèle compagnon Emmett. Enfin, Joy Boy choisit d'affronter l'alliance des 20 rois, conscient qu'il allait perdre. Il savait que c'est dans sa mort que naîtrait la chance pour un futur Joy Boy d'accomplir son rêve. Cette philosophie, attendre patiemment son heure et accepter sa destinée, est au cœur de son héritage. C'est elle qui permet de sourire face à la mort. Une vision qui me rappelle fortement celle d'une figure mythologique, dont Oda aurait pu s'inspirer pour créer Joy Boy, le héros Gilgamesh. Pour la faire courte, il y a plus de 4000 ans, dans la cité prospère d'Uruk, régnait Gilgamesh, roi d'exception, à la fois homme et 2 tiers-dieux. Sa force et son intelligence étaient inégalées, mais son orgueil le poussait à tyranniser son peuple. Les habitants, désespérés, prièrent les dieux de lui opposer un égal, capable de tempérer son arrogance. Les dieux créèrent alors Enkidu, un homme sauvage vivant parmi les bêtes, ignorant tout de la civilisation. Grâce à l'amour d'une prêtresse, il découvrit le monde des hommes et perdit son lien avec la nature. Apprenant que Gilgamesh abusait de son pouvoir, Enkidu partit l'affronter. Leur combat fut intense, mais aucun ne prit le dessus. De cette confrontation naquit une amitié indestructible. Ensemble, ils décidèrent d'accomplir des exploits dignes des légendes. Ils partirent abattre Umbaba, le gardien monstrueux de la forêt des cèdres, et malgré les avertissements des dieux, le tuèrent.
Plus tard, ils provoquèrent la colère de la déesse Ishtar, qui envoya le taureau céleste pour les punir. Une fois encore, ils triomphèrent. Mais les dieux ne pouvaient tolérer de tels affronts. Ils décidèrent qu'Enkidu devait mourir. La maladie le frappa et il s'éteignit après de longs jours de souffrance. Gilgamesh, accablé par le chagrin, découvrit alors sa propre mortalité et fut saisi d'une peur insurmontable de la mort. Il se lança alors dans une quête désespérée pour trouver Utnapishtim, l'unique mortel à qui les dieux avaient accordé l'immortalité après le déluge. Après un long voyage semé d'épreuves, il le trouva et lui demanda le secret de la vie éternelle. Utnapishtim lui révéla l'existence d'une plante capable de rendre sa jeunesse. Gilgamesh réussit à l'accueillir, mais épuisé, il s'endormit et un serpent vint la dérober. Vaincu, il rentra à Uruk. Il comprit que l'immortalité n'était pas destinée aux hommes et que sa véritable œuvre serait sa cité et ses réalisations. Son épopée devint un récit éternel, transmis de génération en génération. Accepter sa propre mort et lui faire face avec un sourire est un thème récurrent de One Piece. Souvent associé au porteur du Di, on le voit par exemple avec Goldie Roger lors de son exécution à Locktown, ou encore Monkey D. Luffy reproduisant ce sourire au chapitre 99, Kozuki Oden face à Kaido, Pedro lors de son sacrifice contre Perospero, ou encore Yasue durant l'arc Wano. Sourire devant la mort, c'est embrasser son destin et placer sa confiance dans l'avenir. Il ne fait guère de doute que Joy Boy lui-même a affronté la fin avec un sourire, conscient que son héritage survivrait à travers les âges et qu'il reviendrait un jour. Beaucoup interprètent l'expression « le soleil a été tué » comme une allusion à la mort de Joy Boy, vaincu par les dragons célestes. En réalité, elle symboliserait plutôt la chute de l'idéologie de la liberté. La phrase « ils sont devenus des dieux » renverrait au fait que, avec l'anéantissement de la faction de Joy Boy, qui égalait la puissance d'Uranus, la force écrasante des vainqueurs inspira une telle crainte qu'ils furent perçus comme des divinités. Quant à Zunesha, il fut condamné à errer sur les mers pendant des siècles, puni pour son erreur. Sur son dos, à Mokomo, la terre des Minx, se trouve un rod poneglyphe, révélant la position de Loftail. Il est possible que cette errance soit liée au cycle du soleil ou de la lune, et que la localisation de Loftail change au fil du temps. Ainsi, son entrée ne serait accessible qu'à un endroit précis, à un moment bien déterminé. Le dieu de la mer entra en fureur, et ils ne se rencontreront jamais. À force d'utiliser Uranus face à Joy Boy, le niveau des mers monta d'environ 200 mètres. Des tempêtes dévastatrices éclatèrent, les rois des mers surgirent, et beaucoup crurent alors que le dieu de la mer était en colère. L'ancien royaume grava sa promesse et son histoire sur les poneglyphes, qui furent ensuite dispersés à travers le monde à cause de l'erreur de Nefertari Zilili, en réalité une alliée de Joy Boy. Pour empêcher l'alliance d'abuser d'Uranus, Joy Boy scella la flamme originelle, indispensable pour utiliser l'arme, à l'endroit que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Loftail. Ainsi, le gouvernement mondial fut contraint, des siècles plus tard, de voler la flamme mère de Vegapunk pour réactiver Uranus, comme lors de l'attaque contre Lulusia. Après la guerre, Calm Belt fut créé, divisant les océans en 4 et formant les zones dépourvues de vent, rendant presque impossible les traversées entre ces mers. Ce fut la fin du deuxième monde. La naissance des dragons célestes. Les humains victorieux, initialement les 20 rois, à l'exception de Lily, gravirent Redline jusqu'à Marie-Joise. Après avoir éradiqué les lunariens qui y vivaient, ils plantèrent leur épée face au trône vide et fondèrent le gouvernement mondial. Leur choix de Marie-Joise était stratégique. Ils connaissaient la véritable origine du déluge mondial. Les 5 doyens affirmèrent même qu'avec le vol de la flamme mère, la longue guerre touchait enfin à sa fin. Leur objectif ultime est d'activer Uranus pour accélérer le déluge et anéantir les races restantes. C'est pour cela qu'ils portent des tenues de plongée. Cependant, à cause des actions de Joy Boy, notamment la création de Calm Belt, les poneglyphes et Loftail, le gouvernement mondial est coupé de sa source d'énergie et ne peut pas exécuter son plan immédiatement. Ils réalisèrent aussi que le camp de Joy Boy, incarné par la volonté du Di, a laissé un héritage, destiné à repousser ce plan dans un futur lointain. Pour empêcher la résurgence de cette menace, le gouvernement mondial effaça alors l'histoire, créant ce qu'on appelle aujourd'hui le siècle oublié. Dans ce contexte, les dragons célestes règnent d'une main de fer, car leur idéologie, l'ordre par la domination, s'oppose fondamentalement à celle de la liberté portée par Joy Boy. Après la chute de la puissante faction de Joy Boy, plus personne ne pouvait contester leur pouvoir. Au fil des générations, leur oppression au nom d'un ordre supérieur se radicalisa, sombrant dans le racisme et la suprématie. Ils manipulèrent l'histoire en secret, glorifiant leur passé et se proclamant la race supérieure, voire des dieux. Ils sont désormais appelés Tenryubito,
dragon céleste, un titre dont le sens s'est radicalement transformé pour désigner ceux qui dominent le monde entier. Ainsi, Joy Boy incarne bien plus qu'un simple héros disparu. Il est le symbole intemporel de la liberté et de l'espoir face à l'oppression. Son rêve d'un monde uni, brisant les chaînes de la tyrannie et des barrières, continue de résonner à travers les âges, porté par ceux qui portent la volonté du dit. Alors que l'histoire de One Piece avance, son héritage éclaire le chemin des nouveaux aventuriers prêts à défier le gouvernement mondial, réveiller les armes antiques et faire trembler Redline. L'épopée de Joy Boy est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer. Le futur appartient à ceux qui oseront reprendre son flambeau et enfin accomplir ce rêve ancestral.